Bonjour, je présente aujourd'hui la 17e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, le programme du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule « Annuler la dette publique et la restructurer ». Et elle se trouve dans la partie 3 de mon programme, sur 10 parties au total, que l'on retrouve sur le site internet Nikonov 2017, partie 3, qui porte sur la reconquête de la souveraineté monétaire et financière de notre pays. Cette vidéo fait suite à la vidéo numéro 15 qui traitait du contrôle des changes et des mouvements de capitaux et à la vidéo numéro 16 qui traitait de la reprise en main de la Banque de France. Elle fait partie d'une série de vidéos montrant les différentes mesures à prendre pour sortir de l'euro et de l'Union européenne afin de pouvoir créer un véritable plein emploi de qualité et sans précarité. Dès le lendemain de sa mise en place, le gouvernement devra prendre des décisions cruciales tant pour la population française que pour l'image internationale de la France. L'une des premières décisions à prendre, parmi les plus urgentes sur le plan social et la plus symbolique politiquement pour tous les peuples d'Europe, sera l'annulation des plans d'austérité. Quel encouragement pour les citoyens partout en Europe à entrer en lutte et à se construire l'outil politique qui permettra de battre les dirigeants de leurs pays respectifs, quels qu'ils soient. L'annonce du défaut de paiement et la restructuration des dettes sera faite dans le même mouvement, car on ne peut pas annuler les plans d'austérité sans faire défaut. Le même schéma semble pouvoir s'appliquer dans tous les pays européens selon les rythmes propres aux luttes sociales et aux calendriers électoraux de chacun. Alors que veut dire annoncer le défaut de paiement ? Prenons le cas de la Grèce, puisque ce pays a été le premier à être frappé par des attaques spéculatives face auxquelles la seule parade trouvée par les oligarques de Bruxelles et de Washington a été la mise en place de plans d'austérité successifs. Ils ont eu pour résultat de faire reculer le progrès social dans ce pays de plusieurs décennies et le PIB de 25% entre 2009 et 2014. Que se serait-il passé si le gouvernement grec avait refusé ces plans d'austérité et s'il avait au contraire décidé d'un vaste plan de progrès social ? L'exemple grec pour notre démonstration peut être étendu dans le principe à tous les autres pays de la zone euro, dont la France. Tout s'est concentré en Grèce, autour de la date du 19 mai 2010. La Grèce devait rembourser ce jour-là un emprunt obligataire à 10 ans de 8,5 milliards d'euros. Alors qu'est-ce qu'un emprunt obligataire ? Une entreprise publique ou privée ou le Trésor, c'est-à-dire l'État, qui émet un emprunt obligataire sur le marché boursier, donne un titre à chaque acheteur que l'on appelle l'obligation. Chaque émission obligataire est assortie d'un taux d'intérêt qui fixe le montant de revenus versé annuellement aux souscripteurs. Exemple, un emprunt obligataire au taux d'intérêt de 10% donnera un revenu de 200 € d'intérêt annuel, c'est-à-dire de rémunération, si l'obligation est de 2000 €. Les emprunts obligataires sont généralement remboursés, comme l'on dit, in fine, c'est-à-dire à la date d'échéance de l'emprunt. Si vous avez acheté une obligation valant 2000 € à 10 ans, l'émetteur vous remboursera 2000 € 10 ans plus tard. C'est une différence avec l'emprunt bancaire, le crédit, que l'on rembourse un petit peu chaque mois. Revenons à la Grèce. Ce pays ne possédait pas les fonds nécessaires pour rembourser et risquait d'être contraint d'annoncer le défaut. Un défaut de paiement est défini de la manière suivante par les agences de notation: ne pas effectuer à temps un paiement prévu par un contrat. Les agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, sont des entreprises privées spécialisées dans la notation des émetteurs d'obligations. La note vise à évaluer le risque de non-remboursement des obligations émises. Si l'émetteur obtient la note la plus élevée, 3A,
AAA. Il est réputé sans risque. Les prêteurs ont toutes les chances de revoir leur capital. Si la note est faible, il existe un risque que prétend mesurer l'agence. Moins le risque est élevé, plus le taux d'intérêt est bas et inversement. Les agences de notation ont été sévèrement critiquées et ont même été frappées de très lourdes amendes aux États-Unis pour n'avoir pas été capables d'identifier les risques sur les créances titrisées liées aux subprimes. Cette situation se produit régulièrement sur les marchés financiers. Le défaut ne signifie pas nécessairement que rien ne sera remboursé aux créanciers. Comme l'indique la définition des agences de notation, tout ce qui doit être payé à une certaine date ne le sera pas. Une grande marge de manœuvre est ainsi ouverte aux États qui décideraient le défaut. C'est pour éviter le défaut de la Grèce qu'un gigantesque plan de soutien a été décidé les 9 et 10 mai 2010 par les pays membres de l'Union européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international, 110 milliards d'euros. En contrepartie, ces institutions ont exigé des conditionnalités, une austérité généralisée pour que le maximum de richesses produites dans ce pays aille au remboursement des banques créditrices et non pas au développement du pays comme beaucoup de gens le croient. Fin 2009, la dette publique grecque s'élevait à 300 milliards d'euros. Elle était de 320 milliards fin 2014, après l'effacement de 107 milliards d'euros en 2012. L'acceptation de ce plan par le gouvernement socialiste grec, le PASOK, a permis à la Grèce d'obtenir in extremis les fonds dont elle avait besoin pour rembourser ses créanciers. Le gouvernement grec, s'il avait rejeté ce chantage et refusé l'austérité, n'aurait donc pas pu obtenir les prêts de l'Union européenne. En réalité, des pays membres, car les traités européens interdisent la solidarité entre les États et du Fonds monétaire international, puisque ces prêts étaient conditionnés justement par cette austérité. Le gouvernement grec n'aurait probablement pas eu assez d'argent, compte tenu de l'état lamentable du système fiscal de ce pays, pour honorer ses autres engagements, salaire des fonctionnaires, allocations chômage et pensions de retraite, paiement des fournisseurs de l'État comme les entrepreneurs de travaux publics, etc. Annoncer le défaut est un acte politique extrêmement fort et l'on comprend que des gouvernements hésitent à prendre des mesures aussi radicales, sortant des chemins balisés du néolibéralisme. Ils ont tort, car le défaut inverse instantanément le rapport de force en faveur du débiteur, l'État, au détriment des créanciers, les marchés financiers. Les conséquences, en effet, sont gigantesques. Un défaut de paiement ne permet plus d'emprunter sur les marchés financiers. Faire défaut, qu'il s'agisse de la Grèce ou de tout autre pays, a deux conséquences immédiates très importantes. Premièrement, les marchés financiers, la plupart des forces politiques de droite et de gauche, le grand patronat, la Commission européenne, les gouvernements de l'Union européenne, le FMI, les grands médias hurleront à la mort contre une telle décision. Ils menaceront, feront pression, lanceront des anathèmes, des campagnes d'intimidation et d'affolement de la population. On l'a déjà vu. Face à une telle tempête, le gouvernement devra se préparer et conserver son sang-froid, garder le cap et s'assurer à tout moment du soutien du peuple. Toutes ces questions doivent être étudiées avant une éventuelle victoire électorale pour préparer les citoyens, une fois la victoire acquise, à faire front. Le peuple doit être préparé longtemps à l'avance pour assumer le défaut et le faire légitimer par les élections afin de contraindre le gouvernement à le faire. Deuxièmement, le défaut entraîne l'exclusion de fait des marchés financiers, c'est-à-dire la perte de la faculté de leur emprunter. C'est logique, et c'était d'ailleurs déjà le cas fin 2010 pour la Grèce.
on ne voit pas pourquoi les créanciers, les banques, hedge funds, etc., continueraient à prêter encore de l'argent à un État qui ne les rembourse pas. La décision de faire défaut pour un gouvernement est parfaitement légitime quand on comprend d'où viennent les dettes publiques. Il y a 5 causes aux dettes publiques. Les dettes publiques accumulées par les États ces 3 dernières décennies partout dans le monde ont des causes qui sont parfaitement bien identifiées. 5. D'abord, les prélèvements fiscaux sont insuffisants car ils ont baissé ces 3 dernières décennies sous l'effet des politiques néolibérales. Le taux d'impôt appliqué sur la tranche marginale de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les plus riches a baissé de 47,2% en 1995 à 39,4% en 2014 à l'échelle de l'Union européenne des 28, moins 7,8%. Pour mémoire, la France a baissé de moins 8,8%, on est à 50,3%. Quant au taux de l'impôt sur les sociétés, il a connu une baisse spectaculaire entre 1995 et 2014 à l'échelle de l'Union européenne. Il est passé de 35% à 23%, moins 12%. Seuls 2 pays ont augmenté leur taux d'impôt sur les sociétés, dont la France, plus 1,3%, de 36,7 à 38%. La seconde cause de la dette publique est la crise de la dette privée, la crise des subprimes importées des États-Unis. Les subprimes, rappelons-le, sont des emprunts immobiliers risqués, accordés volontairement à des emprunteurs peu solvables, dont on exige en compensation un taux d'intérêt plus élevé mais variable. Pour les créanciers, ces prêts étaient considérés comme individuellement risqués, mais globalement sûrs et rentables du fait de la hausse rapide et continue du prix de l'immobilier. Si un emprunteur ne pouvait plus rembourser son prêt, la revente du bien immobilier permettait au prêteur de récupérer sa mise grâce à l'augmentation des prix. Cette crise a été résolue en partie par un endettement volontaire des États décidé par les politiciens de droite et socialistes, Espagne, Portugal, Grèce, au travers de plans dits de sauvetage des banques et de plans de relance. Troisième cause de la dette publique. Le poids des intérêts payés aux créanciers est considérable. Par exemple, pour la France, le projet de loi de finances de 2015 évalue la charge de la dette à 44,3 milliards d'euros, presque l'équivalent de la recette de l'impôt sur le revenu. Le service de la dette représente le paiement annuel des échéances capitales plus intérêts des emprunts souscrits. Quant à la charge de la dette, elle ne représente que le paiement des intérêts seuls. Quatrième cause de la dette publique, le refus par certains États de monétiser une partie de leur dette publique au prétexte de l'indépendance de leur banque centrale ou de leur appartenance à la zone euro. Enfin, cinquième cause de la dette publique, la loi de 1971 et le traité de Maastricht de 1992 qui ont interdit aux banques centrales de prêter aux États. C'est comme cela que la dette publique a été confiée au marché financier, une véritable rente. Compte tenu des origines de la dette publique qui viennent d'être mises au jour, il n'y a plus aucun scrupule à avoir pour l'annuler en annonçant le défaut. Une fois le défaut annoncé, les paiements d'intérêts et les remboursements du capital interrompus, un gouvernement qui prendra cette décision devra engager le processus de restructuration de sa dette. Alors, que veut dire restructurer la dette publique? L'annonce du défaut et de la restructuration de la dette publique doit être accompagnée d'un dispositif de gestion du stock de la dette, c'est-à-dire les emprunts déjà émis qu'il reste à rembourser, et des flux de dettes à venir, c'est-à-dire les futurs emprunts. Le gouvernement doit prendre l'engagement de rembourser les petits porteurs qui ont prêté de l'argent à l'État en lui achetant des obligations. Beaucoup de personnes modestes ou des classes moyennes, dans un pays comme la France, mais aussi ailleurs, achètent des obligations d'État car elles sont un bon placement, normalement sans risque, garanties sur le capital, dont l'usage est moral plus ou moins, puisque réputé servir l'intérêt général.
Pourquoi les pénaliser en ne les remboursant pas? Pourquoi en faire des adversaires du gouvernement, alors que ce dernier est censé, au contraire, représenter leurs intérêts? En même temps, parmi les personnes physiques détentrices d'obligations d'État, comment identifier les personnes modestes et les classes moyennes qu'il faut rembourser intégralement, et celles qui ont d'importants portefeuilles d'obligations ou de titres pour lesquels le remboursement ne devra pas être automatique? Pour y voir clair, le remboursement du capital prêté à l'État par ces ménages peut se faire sur présentation de l'avis d'imposition. Les personnes peu ou moyennement imposables, ou non imposables évidemment, seraient totalement remboursées. Les personnes situées dans la tranche marginale de l'impôt sur le revenu verraient leur remboursement réduit ou même supprimé, dans certains cas, selon un barème à déterminer. Il ne faut pas en effet renouveler le scandale du bouclier fiscal, où l'État a versé des chèques parfois très conséquents à des personnes fortunées. Un remboursement partiel dégressif doit donc être appliqué en fonction du revenu imposable et de la taille du portefeuille de valeur mobilière de chaque personne, de son patrimoine. La situation des personnes physiques se trouvant dans la tranche marginale de l'impôt sur le revenu doit donc être examinée au cas par cas, dans le cadre d'une politique de réduction des inégalités. En revanche, les personnes morales comme les hedge funds, les banques, les fonds de pension et autres fonds qui détiennent des obligations d'État pourront voir leur remboursement réduit, reporté dans le temps ou même annulé selon leur rôle dans la spéculation internationale. Même chose pour le versement des intérêts annuels qui de toute façon seront annulés ou fortement réduits. Bien évidemment, ces remboursements du capital et paiements des intérêts se feront en monnaie nationale, la drachme, le franc, etc., et non en euros. Alors on pourra se demander pourquoi rembourser les investisseurs institutionnels et autres personnes morales, pour celles qui le seront, en monnaie nationale, puisque ces monnaies ne seront pas convertibles. Que vont-ils en faire? Eh bien, ils devront acheter des biens et des services produits dans les pays concernés pour les aider à rétablir leur balance des paiements. Une conditionnalité peut même être prévue dans les accords de restructuration. La France doit aussi restructurer sa dette privée, qui est sujet développé dans la note écrite. Fin septembre 2014, le stock de la dette française publique négociée sur les marchés financiers s'élevait à 2031 milliards d'euros. Fin 2010, le chiffre était de 1229 milliards d'euros, dont 70% détenus hors de la zone euro. Qu'en faire? À cette question, la droite et le Parti socialiste répondent clairement: il faudra la rembourser en imposant au peuple une austérité quasi infinie. Quant à la gauche qui se prétend de gauche, PCF, PG, NPA, Insoumis, etc., Front de gauche, elle reste dans le vague. Si cette dernière parvenait au pouvoir, personne ne sait ce qu'elle ferait du stock de la dette publique et des modalités de financement de l'État. Le gouvernement français doit restructurer la dette publique et annoncer qu'il n'empruntera plus sur les marchés financiers. Tout commence par cet acte politique exceptionnellement fort, annoncer que l'on ne paiera pas le jour prévu, qu'il s'agisse du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. À partir de là, des discussions s'ouvriront obligatoirement entre l'État et ses créanciers si ces derniers veulent avoir une petite chance de revoir tout ou partie de leur argent. C'est ce qu'on appelle une renégociation ou restructuration de la dette. Mais le bâton aura changé de main. Ce sont les États qui tiendront les créanciers à la gorge et qui auront repris l'ascendant. Ce nouveau rapport de force permettra de renégocier la dette suivant différentes options. Il faudra d'abord imposer aux banques et autres institutions financières
de renoncer à une partie de leurs créances par un abattement sur le montant nominal des titres de dette. L'Argentine avait fait défaut sur plus de 100 milliards de dollars en 2001. Ces créanciers ont dû renoncer aux 2/3 de leurs fonds. Dans certains cas, notamment lorsque ces institutions financières auraient été convaincues de spéculation, aucun remboursement n'aura lieu. Ensuite, il sera possible d'allonger les délais de remboursement du capital en totalité ou partiellement. Si la Grèce avait annoncé qu'elle ne remboursait pas les 8,5 milliards d'euros le 19 mai 2010, comme prévu, elle aurait pu annoncer par exemple un remboursement de 1 milliard par an pendant 8 ans, à compter de 2015 ou 2020. Enfin, réduire ou éliminer les taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt des emprunts obligataires à 5 ans en cours est de 5,5%, le gouvernement grec pouvait annoncer qu'il ne paierait que 1% par an. Les conséquences de l'annulation de la dette, il faut les analyser. Le non-remboursement de sa dette prive tout pays pour longtemps de l'accès au marché financier afin d'emprunter. Dès lors, comment trouver les fonds nécessaires au fonctionnement de la société, à la gestion de trésorerie de l'État et de ses investissements? Il n'existe aucune solution dans le cadre de l'euro et de l'Union européenne. Rompre avec les marchés financiers, comme on l'entend dire parfois, à juste titre, ne peut s'imaginer qu'en dehors du cadre de l'euro. Avec la monnaie unique, le financement des dépenses publiques hors marché financier est impossible. Grâce à la sortie de l'euro et à la reprise en main de la Banque de France, 3 techniques permettent d'obtenir des fonds en remplacement de ceux prêtés, apportés par les marchés financiers. L'épargne nationale, l'épargne forcée collectée auprès des banques et compagnies d'assurance nationalisées, les avances de la Banque de France. Reprenons ces 3 points. Premièrement, des emprunts d'État seront levés uniquement auprès des résidents des pays concernés pour collecter leur épargne. Cette formule présente néanmoins 2 inconvénients qui peuvent être rédhibitoires selon les pays. D'un côté, il est loin d'être certain que les épargnants, qu'ils soient des personnes morales ou physiques, aient suffisamment confiance dans l'État qui vient de faire défaut, ne l'oublions pas, pour lui prêter encore de l'argent. Le même problème se poserait dans tout pays ayant fait défaut. D'un autre côté, il est également loin d'être certain que la capacité d'épargne nationale, selon le pays, soit suffisante pour répondre significativement aux besoins de financement du pays sans importation de capitaux. La Grèce, par exemple, est l'un des pays de l'Union européenne ayant le taux d'épargne le plus faible, 8% du PIB, contre 19% en 2008 pour la France. Pour un PIB de 239 milliards d'euros en 2008, l'épargne grecque représentait 19 milliards d'euros, alors qu'en 2010, la Grèce avait besoin d'emprunter 54 milliards d'euros. Par ailleurs, la dette publique étant de 133% du PIB, 175% en 2014, soit 315 milliards d'euros pour un PIB de 237 milliards d'euros en 2009, il fallait à ce pays 16 années pour rembourser sa dette sans compter les intérêts, à condition d'y consacrer chaque année la totalité de son épargne nationale. On voit que ni le financement des investissements par l'épargne nationale, ni le remboursement de la dette ne sont possibles en Grèce. Il faut nécessairement de la création monétaire, ou alors l'austérité frappera ce pays pendant au moins une génération. C'est le choix de l'austérité qui a été fait sans remords par le gouvernement socialiste grec, avec le soutien de l'Union européenne et du Fonds monétaire international à l'époque de Dominique Strauss-Kahn. En revanche, la situation serait différente en France, où le taux d'épargne était de 19% du PIB en 2008, soit 370 milliards d'euros pour un PIB de 1950 milliards d'euros. Les emprunts d'État à moyen et long terme en 2010 étaient estimés à 188 milliards d'euros.
Quant à la dette publique, elle était estimée fin 2009 à 78% du PIB, 1489 milliards d'euros. Ainsi, pour la rembourser à partir de la seule épargne nationale, il faudrait seulement 4 années à la France. Il ne s'agit là que d'un exemple pour montrer les véritables proportions du problème. Dans la réalité, toute l'épargne ne peut aller aux emprunts d'État. Il faut qu'une partie de l'épargne soit disponible pour financer la production agricole et industrielle. Deuxième technique, des mesures d'épargne forcée. Une partie des dépenses publiques doit donc être financée par des mesures d'épargne forcée. Il peut exister au moins 2 façons de procéder. D'une part, par la loi, le gouvernement grec ou n'importe quel autre gouvernement peut imposer aux banques et compagnies d'assurance, y compris étrangères installées sur leur territoire, d'acheter un pourcentage convenu des émissions obligataires de l'État, à un taux d'intérêt très bas, fixé par le gouvernement et non par le marché. Le marché secondaire serait définitivement fermé. Les détenteurs de ces obligations ne pourraient pas les vendre sur le marché secondaire et devraient les garder jusqu'à leur terme, sauf cas particulier. L'État, cependant, pourrait les racheter, lui, quand il veut. Elle jouerait notamment le rôle de réserve obligatoire pour les banques. D'autre part, si les banques et compagnies d'assurance regimbent, le gouvernement grec ou tout autre gouvernement peut les nationaliser, si ce n'est encore fait, et leur imposer de toute façon l'achat de ce quota d'obligations d'État. Alors ces mesures pourront paraître surprenantes, mais il faut savoir qu'elles sont déjà pratiquées, sous une forme ou sous une autre. Aujourd'hui même, les banques chargées d'acheter et de placer les emprunts d'État, appelés en France les spécialistes en valeur du Trésor, SVT, se voient imposer un quota d'achat chacune de 2,5% de chaque émission. Et comme il existe 20 SVT, chaque émission est déjà préfinancée à hauteur de 50%. Ces banques ensuite revendent une partie de ces titres à leur clientèle, notamment par l'intermédiaire des SICAV. Imposer aux banques et aux compagnies d'assurance l'achat de quotas obligatoires de titres d'État et fermer le marché secondaire des obligations publiques serait considéré par Bruxelles comme une contravention particulièrement grave à la liberté de circulation des capitaux contenue dans les traités européens. Sans parler du casus belli que serait la monétisation d'une partie de la dette. Troisième technique, les avances de la Banque de France au Trésor. Pour n'évoquer que les pratiques qui se sont développées après 1958, des concours ont été regroupés sous une ligne comptable intitulée « Avance » et régie par une convention entre le Trésor et la Banque de France. Celle-ci devait recevoir approbation législative. En 1973, par exemple, il était convenu que le Trésor dispose d'un droit de tirage de 10,5 milliards de francs prêtés à taux nul, 5% du budget annuel de l'État, et d'un droit complémentaire de 10 milliards à taux d'intérêt symbolique, soit au total environ 10% du budget de l'État. Si la France appliquait le même principe actuellement, la Banque de France pourrait ainsi faire des avances qui ne seraient pas remboursables de 10% de son budget, soit une trentaine de milliards d'euros. Plus que jamais, dans chaque pays, la seule solution pour mettre un terme à la crise économique, sociale, politique, morale passe par ces mesures. Il faut annoncer le défaut. Autrement dit, il faut cesser de rembourser la dette sans tergiversation et sans délai. C'est ce qui inversera le rapport de force entre créanciers et créditeurs et mettra le gouvernement en position favorable par rapport aux créanciers. Cependant, l'annulation de la dette et des plans d'austérité aura pour conséquence le rejet de la France hors des marchés financiers qui ne voudront plus lui prêter. Mais c'est excellent. Financer les besoins de trésorerie de l'État et ses besoins d'investissement devra donc être assuré par l'épargne des Français, la fiscalité,
l'achat obligatoire de titres d'État par les banques et compagnies d'assurance et des avances remboursables ou non, avec ou sans intérêt, de la Banque de France. L'instrument monétaire, toutefois, a été aujourd'hui retiré des prérogatives politiques du gouvernement pour être remis dans les mains d'experts indépendants, en réalité des agents des marchés financiers. Il faudra par conséquent que le gouvernement réquisitionne la Banque de France et s'oppose ainsi frontalement au dogme du Fonds monétaire international et au traité de Lisbonne. Il faudra aussi à ce moment-là sortir de l'euro, car l'utilisation de la Banque de France pour consentir des avances au gouvernement ne pourra s'opérer dans le cadre de la monnaie unique. Le retour au franc s'impose. Dans la vidéo suivante, la numéro 18, je traiterai donc du retour au franc.